Coucou mes jolis, et bienvenue dans mon salon de beauté, Chic and Sympa, où je vais vous faire un relooking à couper le souffle. Je vous laisserai même peut-être reprendre votre souffle ensuite. Haha, nous voulons que vous passiez un excellent moment ici. Alors, je vous ai préparé un catalogue, pour vous divertir pendant qu'on accomplit des miracles. Il recèle des informations sur les tendances cosmétiques les plus folles et les plus révoltantes de l'histoire. Et croyez-moi, après cela vous serez très reconnaissant de vivre durant l'ère moderne. Je suis sûr que vous utilisez déjà une tonne de crèmes et de sérums à la maison pour obtenir une peau impeccable. Il y a tellement de différentes marques et types de produits que c'est difficile de choisir. Cependant, les femmes de la Rome antique n'avaient pas tant d'options. Au lieu de cela, elles utilisaient de la sueur. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez dégoûtant, ce n'était pas la leur. À cette époque, les gladiateurs étaient considérés comme des symboles de force indomptable, devant lesquels se pâmaient les dames de la haute société romaine. Aussi, leur sueur était recueillie à l'aide d'un racloir métallique spécial, le strigile, puis vendu dans de petits pots à l'extérieur de l'arène. Certains l'achetaient comme souvenir, d'autres la portaient comme parfum, et d'autres enfin l'appliquaient comme une sorte de crème pour le visage afin de lisser l'apparence de leur peau. Cependant, une chose importante à mentionner ici est le fait que la plupart du temps, cet ingrédient peu commun n'était accessible qu'aux patriciennes et aux femmes les plus riches en raison de son coût exorbitant. Tout autre type de maquillage était considéré comme l'apanage vulgaire des franges de la société et était donc proscrite. Ainsi, l'application de cette sueur sur leur visage était l'une des rares manières dont les femmes opulentes pensaient pouvoir rehausser leur beauté naturelle. Mais ce n'est pas tout. La Rome antique avait encore bien d'autres étranges tendances, comme si la sueur n'était pas assez répugnante. Un autre rituel de beauté des dames romaines comportait des sangsues. On les faisait fermenter dans du vinaigre pendant plusieurs mois avant d'appliquer cette potion sur les cheveux pour les teindre. Le plus drôle, c'est que cela fonctionnait réellement et aidait ces dames à obtenir une couleur plus foncée. On ne dit pas des yeux qu'ils sont le miroir de l'âme pour rien. La zone autour des yeux a également eu son lot de tendances bizarres à travers l'histoire. Prenez par exemple les dames de la Grèce antique. Elles raffolaient de ce look mono-sourcil bien avant Frida Kahlo. Car voyez-vous, la Grèce antique n'était pas un endroit facile à vivre si vous n'aviez pas un physique qui répondait aux critères de beauté de l'époque. Les anciens Grecs croyaient que la beauté physique était directement corrélée à la noblesse de l'âme. Ainsi, s'ils trouvaient qu'une personne était belle, ils la considéraient aussi comme vertueuse. Mais ceux qui étaient aperçus comme de vilains petits canards étaient assimilés à de vulgaires roturiers et beaucoup moins bien traités. Puis est advenu le célèbre mathématicien Pythagore, qui a développé la formule du nombre d'or. Il stipulait que l'équilibre et la symétrie étaient liés à la beauté de toute chose. En conséquence, les visages symétriques étaient considérés comme les plus gracieux. Et c'est ainsi que le monosourcil est devenu une tendance. Si les sourcils de quelqu'un se rejoignaient au milieu, cela rendait leur visage plus symétrique, et donc plus beau. Avec le temps, un long sourcil est également devenu un symbole d'intelligence et de pureté. Et ceux qui n'avaient pas eu la chance de naître avec utilisaient du poil de chèvre teint pour combler l'écart. Ouais, tout cela m'échappe aussi. En parlant d'écart, faisons un saut dans le temps, si vous le voulez bien. L'approche des canons de beauté grecs, consistant à se dessiner des poils si nécessaire, a évolué vers une tendance à se débarrasser de tous les poils du visage, entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Tout au long de l'histoire, les coiffures ont souvent été de forts indicateurs de statut social, économique ou même matrimonial. Ce n'était pas différent pendant le Moyen-Âge. Par exemple, alors que les jeunes filles portaient leurs cheveux détachés et longs, les femmes mariées gardaient leurs cheveux cachés d'une certaine manière en portant un voile ou une coiffe. Cependant, en plus des attentes habituelles de la société en matière de coiffure, les dames avaient aussi pour habitude de s'épiler intégralement les sourcils, ainsi que la ligne d'implantation des cheveux jusque loin vers l'arrière, pour obtenir un front large et proéminent. Elles allaient même jusqu'à s'arracher tous les cils pour être le plus possible dans le cou. Elles pensaient que cette pratique leur donnait l'air d'un nouveau-né, les aidant ainsi à paraître plus pures et innocentes. Cela était aussi censé les faire paraître plus intelligentes et de haute lignée. Encore une fois, ceux qui appartenaient déjà à l'aristocratie et avaient de l'argent propageaient également la tendance. Même la reine Élisabeth Ier s'épilait les sourcils pour se donner un front allongé. Mais ce n'est pas tout. La Renaissance était pleine de techniques de beauté extravagantes. Toujours pendant l'ère élisabéthaine,
Le sucre venait d'être récemment découvert, et il ne pouvait être importé que de contrées lointaines. Comme il était encore nouveau et fascinant, les gens l'utilisaient pour tout et n'importe quoi, de l'assaisonnement des légumes à la préparation de remèdes. Pour autant, il était aussi extrêmement coûteux. C'est pourquoi vous deviez être très fortuné pour y avoir accès. Et ironiquement, les riches qui avaient les moyens d'ajouter du sucre à leur alimentation ne savaient pas ce que cela pouvait faire à leurs dents. En conséquence, plus quelqu'un était riche, plus ses dents étaient pourries. Cela a débouché sur une tendance des femmes à noircir volontairement leurs dents, afin de donner l'impression qu'elles pouvaient s'offrir du sucre. Eh bien, ça va un peu loin. Encore une fois, la reine Elisabeth Ponen était l'une des plus célèbres consommatrices de sucre, et disposer d'un approvisionnement illimité en la matière n'aidait pas non plus. On dit que ses dents étaient si noires et si cariées à cause de cela que les gens avaient bien du mal à comprendre ce qu'elle pouvait dire. Toutefois, vu que c'est d'une reine que nous parlons, tout ce qu'elle faisait était toujours considéré comme à la pointe de la mode et était copié par tous. Si seulement elle s'était brossé les dents aussi. Tout le monde en Europe n'était pas si friand de ces ratiches en décomposition, cependant. Une aristocrate française du XVIIe siècle, Anne d'Allègre, voulait garder un sourire éclatant et la capacité d'entretenir une conversation intelligible avec les autres. Cependant, elle a pris des mesures extrêmes pour y parvenir, qui ont eu des conséquences dévastatrices sans retour. La truc, c'est que la croyance grecque antique, selon laquelle plus vous étiez beau à l'extérieur, plus vous étiez vertueux et en bonne santé, comptait encore beaucoup à l'époque. Malheureusement, Anne d'Allègre était déjà une femme sujette à controverse, qui n'avait pas très bonne réputation en raison de ses nombreux mariages. Elle avait donc désespérément besoin de faire quelque chose pour garder ses dents en place et préserver ce qu'il restait de son statut social face à ses nombreuses concurrentes. La maladie dont elle souffrait est ce que l'on appelle une maladie parodontale, qui est le résultat d'une mauvaise hygiène dentaire. Elle enflamme les gencives et les os entourant les dents, et dans certains cas les fait se déchausser, voire même tomber. Le passé tumultueux d'Anne d'Allègre l'avait également amené à grincer des dents, ce qui n'a pas aidé non plus. Elle avait même reçu une prothèse dentaire refaite ivoirée à un moment donné de sa vie. Puis, lorsque sa condition s'est considérablement aggravée, elle a enroulé du fil d'or autour de sa fausse dent et de ses voisines. Au fil des ans, elle a dû serrer constamment pour stabiliser le tout, mais cette pratique a en réalité encore affaibli les dents environnantes. Maintenant que vous savez tout cela, je parie que vous apprécierez davantage votre dentiste et l'invention des bagues en métal. Les tendances beauté discutables de l'histoire ne se limitaient d'ailleurs pas au visage. De nos jours, nous faisons de l'exercice et suivons des régimes spéciaux pour maintenir une silhouette attrayante. Les dames de l'époque victorienne avaient également le même objectif. La seule chose, c'est qu'elles avaient recours à une méthode très peu conventionnelle pour y parvenir. Pour avoir une taille idéale, le régime le plus célèbre de l'époque incluait l'ingestion de pilules contenant des œufs de ténia. L'idée sous-jacente était que ces œufs éclosent et que le parasite commence à se développer à l'intérieur du corps. Pour se nourrir et survivre, ces organismes commenceraient alors à ingérer des parties de ce que l'hôte consommait. Ainsi, les dames pouvaient se goinfrer tant qu'elles le voulaient sans se soucier des apports caloriques et tout en perdant du poids en même temps. Ce qui est encore plus terrifiant que ce régime en lui-même, c'est le fait que certaines personnes soient toujours attirées par cette méthode aujourd'hui, ce qui montre seulement que le dicton « il faut souffrir pour être beau » n'est peut-être plus trop d'actualité. Et, vous voulez vraiment paraître plus attrayant? Souriez davantage. C'est le meilleur lifting qui soit.